L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. On va parler du plan national des inondations annoncé par le ministre des Ressources en eau, M. Taha Derbel. Des questions qui vous concernent et qui vous intéressent directement. Alors, M. Salah, merci d'être en direct avec nous dans le studio de la chaîne 3. Les inondations, c'est vraiment la période en ce moment. Ça nous inquiète, ça nous concerne directement. Parlez-nous de ce plan annoncé par le ministre des Ressources en eau. En quoi consiste-t-il? On va directement planter le décor, monsieur Lahlah. Voilà, merci madame. D'abord, bonjour à vous et à tous les auditeurs de la chaîne 3. Et merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Donc, comme vous l'avez bien souligné, il y a le plan national de la lutte contre les inondations qui s'inspire un peu de la stratégie nationale de la lutte contre les inondations élaborée par le secteur de l'hydraulique. Oui. Comme tout le monde le sait, donc le monde actuellement vit un contexte climatique nouveau. Donc c'est le changement climatique avec ses impacts, j'allais dire, négatifs, notamment en matière de risque climatique. Donc les changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre ont provoqué un bouleversement climatique qui fait que aujourd'hui on assiste à des situations climatiques extrêmes. On vit des phénomènes extrêmes et on vit des inondations de plus en plus fréquentes. Et donc il faut s'adapter à ce nouveau contexte climatique qui provoque des inondations, comme je l'avais dit, qui sont devenus de plus en plus fréquents et malheureusement qui provoquent parfois des dégâts immatériels considérables. La nouveauté, c'est que c'est vrai que le risque d'inondation a toujours existé, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que ces inondations maintenant sont devenues plus fréquentes et on enregistre des épisodes pluvieux avec des quantités pluviométriques, des épisodes pluvieux plus intenses, c'est-à-dire des quantités pluviométriques importantes enregistrées en des temps records. En fait, c'est des pluies très très fortes en un laps de temps très court. Voilà. Et des quantités d'eau. Alors, tout simplement, monsieur, parce qu'on a mis le contexte en place, mais on n'a pas dit quelles sont les nouveautés de ce plan national. Qu'est-ce qu'il prévoit précisément, le plan national annoncé par le ministre des Ressources en eau il y a quelques jours à peine? Oui, c'est-à-dire le nouveau plan d'action, c'est-à-dire institué par le secteur de l'hydraulique, qui s'inspire un peu du cadre réglementaire qui existe. Il y a la loi numéro 420 du 25 décembre 2014 relative à la prévention du risque majeur et à la gestion des catastrophes naturelles dans le cadre du développement durable. Cette loi a institué 10 risques majeurs, dont 10 celui relatif au risque climatique. Et le risque climatique là aussi se subdivise en 6 autres risques. Donc, soit au total, nous avons 15 risques majeurs, dont les plus importants, c'est les inondations, les feux de forêt, les séismes, les risques industriels et énergétiques et les risques touchant à la santé humaine, comme on avait vécu avec la Covid-2019. Oui. Maintenant, ce plan mis en place donc par le secteur, c'est un petit peu la concrétisation et la mise en œuvre du plan d'action élaboré par la stratégie nationale de la lutte contre les inondations. C'est un petit peu, c'est une feuille de route, c'est un cadre de travail partagé, c'est une feuille de route multisectorielle qui permet à tous les intervenants de mener des actions à court, moyen et long terme. D'ailleurs, ce plan, il prévoit des mesures à court terme et à moyen terme. Est-ce que vous pouvez nous parler des mesures à court terme? Oui, donc il faut dire aussi que cette stratégie donc, qui a été réalisée par le secteur, bien sûr en collaboration avec plusieurs autres secteurs, a permis d'abord d'identifier les sites les plus exposés aux inondations. Oui. Donc les sites inondables, avec une classification de ces sites selon leur degré de risque. Donc il y a plus de 800 sites à l'échelle nationale qui ont été recensés. Et parmi ces sites, il y a les sites qui présentent des risques élevés. Oui. Donc nous avons dans un premier temps la stratégie à identifier les sites qui présentent
les risques élevés. Donc il y a environ 233 sites qui ont été recensés qui présentent des risques élevés, dont 24 à risque extrême et 61 à très haut risque et 148 au risque. Donc pour les sites héros, il y a un plan d'action qui est réalisé, qui est donc mis en place à court terme, et il consiste en des mesures structurelles et des mesures non structurelles. Telles que Les mesures structurelles, donc c'est la réalisation d'ouvrages de protection contre les crues. Il s'agit essentiellement de barrages, par exemple écriteurs. Nous avons par exemple le cas de barrage de Mekera dans la wilaya de Sidi Bel Abbas. Oui. Donc c'est à la faveur de cet ouvrage important, la ville de Sidi Bel Abbas est un peu épargnée contre les risques d'inondation, parce que dans le passé, la ville de Sidi Bel Abbas était pratiquement touchée par des inondations chaque année. Oui. Et avec la réalisation de ce barrage, un petit peu la vulnérabilité et les risques d'inondation de Sidi Bel Abbas a pratiquement baissé, pour ne pas dire a disparu. Et nous avons par exemple le cas aussi de la wilaya de Gerdaya, qui a connu des inondations catastrophiques en 2008, qui a provoqué des dégâts humains et matériels importants par la forte crue de l'Oued Mzab. Il y a aussi trois ouvrages écriture, l'Atf, Bounora et Bni Yisgen, le long de l'Oued Mzab de Ramo à Laval, et qui a un petit peu permis de sécuriser la vallée de l'Oued Mzab contre les inondations et contre les crues de l'Oued Mzab. Il y a par exemple un projet en cours dans la wilaya de Annaba, c'est pour la protection de la ville de Annaba, c'est le barrage de Bouhdid, donc qui est en cours de réalisation et qui permet aussi de réduire la vulnérabilité et protéger les biens et les personnes dans la ville de Annaba, qui est aussi une ville à fort risque d'inondation. Alors, on va continuer avec les programmes au niveau local. Le ministre des Ressources en eau a précisé que 14 nouveaux plans locaux de prévention des inondations sont en cours d'élaboration. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces plans locaux et surtout de leurs spécificités? Oui, donc voilà. On a parlé, madame, des mesures structurelles. Absolument. Les mesures structurelles, c'est un petit peu les barrages écriteurs. Nous avons cité quelques exemples. Les bassins de rétention, des eaux pluviales, les canaux et les digues de protection, c'est les mesures structurelles. Et parallèlement, nous avons des mesures non structurelles. Parmi les mesures non structurelles, nous avons les PPRI. C'est quoi les PPRI? Les PPRI, c'est les plans de prévention du risque inondation. Contre les risques inondation, c'est des outils de planification et d'aménagement à l'échelle locale. Parce que la stratégie de la lutte contre les inondations fait les plans d'action à l'échelle locale, à l'échelle de wilaya, à l'échelle nationale et à l'échelle de bassin versant. C'est normal. À l'échelle de bassin versant. Donc à l'échelle locale, nous avons les PPRI, c'est les plans de protection contre le risque inondation. Et donc il y a environ 16 plans qui sont déjà finalisés au niveau de plusieurs wilayas. Il y a aussi d'autres qui sont inscrits en cours de réalisation. Comme l'a bien souligné M. le ministre, il y a 14 plans locaux qui sont en cours de réalisation. Et dans la loi de finances 2006, il y a d'importants projets qui sont inscrits et qui s'inscrivent dans, par exemple, la consolidation des digues, l'aménagement des lits des oueds, la réhabilitation des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales et la sécurisation des zones urbaines. Donc, en une phrase, la stratégie a dit, elle a défini un plan d'action multisectoriel à mettre en œuvre sur le court, le moyen et le long terme au niveau national, local et bassin versant. Il y a des mesures structurelles, il y a des mesures non structurelles, il y a un travail qui est en cours, il y a déjà des actions qui ont été achevées, il y a un travail qui est en cours, il y a un travail qui est prévu à moyen et à long terme. Parce que la stratégie, c'est une stratégie qui a été élaborée à l'horizon 2030. Alors, on va continuer avec cette stratégie et puis vous avez utilisé un mot très important, l'urbanisme. Il y a encore des difficultés de ce côté-là, le non-respect des normes d'urbanisme. Est-ce que ça impacte les conséquences des inondations?
Oui, oui. D'ailleurs, je vous remercie pour cette remarque parce que nous, aujourd'hui, on parle de changement climatique. On parle de bouleversement climatique. C'est vrai qu'il y a l'aléa climatique qui est un petit peu la cause principale de ces inondations qui sont devenues de plus en plus fréquentes et récurrentes. Mais il y a d'autres facteurs, j'allais dire extra-naturels, qui parfois provoquent ces phénomènes et parfois aggravent les effets de ces inondations. Parce que lorsqu'on parle de risque, le risque en fait c'est l'aléa et la vulnérabilité. On ne peut pas agir sur l'aléa, mais il y a le facteur de vulnérabilité sur lesquels on peut agir pour réduire ce risque. Pour faire simple, Monsieur Lehlah, quand on voit des gens qui construisent pour X raisons sur des oued, ça c'était en fait ma principale question. Où est le respect des normes d'urbanisme et les conséquences? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là quand on a des gens qui construisent de manière légale ou illégale, je ne sais pas, aux abords des oued? Est-ce que ça ne représente pas un des principaux dangers lors des inondations? L'urbanisation anarchique, la construction sur les rives des oued, nous avons même parfois des constructions même sur les lits mineurs de l'oued. Donc lorsqu'on construit sur les oued, c'est-à-dire on rétrécit la largeur de l'oued, c'est-à-dire on réduit sa capacité des eaux d'une crue, et lorsqu'une crue survient, même si elle n'est pas importante, l'oued ne peut pas supporter. Et parfois on assiste même à un enterrement total de l'oued, et l'oued il est fidèle à son lit, donc on ne peut pas changer la nature. Donc il y a ça, il y a l'urbanisation anarchique, la construction sur les lits des oued, il y a donc aussi le bouchage des canalisations et des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales, parce qu'il faut dire la vérité, parfois on assiste à des inondations et à des débordements, mais pour des événements pluvieux qui ne sont pas exceptionnels. Parfois des quantités de pluie qui ne sont pas importantes provoquent des inondations. Pourquoi? Parce que nous avons des systèmes d'évacuation des eaux pluviales qui sont bouchés. Et là, on fait appel au civisme. On fait appel au civisme des gens. Alors juste, on va continuer à en parler de ces problèmes de civisme et juste après la publicité, le sommaire de l'actualité. Reste avec nous, Monsieur Lehlah. Absolument, Hakim Bey. On parlait avec vous, Monsieur Lehlah, du plan national de lutte contre les inondations. Et puis, désolé de vous avoir coupé, vous parliez un petit peu du manque de civisme, de comportement qui font que les conséquences de ces inondations s'aggravent. Même quand il s'agit d'une petite pluie, eh bien, les conséquences sont beaucoup plus importantes qu'on le voudrait. Quels sont ces comportements qui font que, malheureusement, on en est encore à pointer du doigt l'incivisme de certains? On avait parlé des constructions anarchiques, mais il y a d'autres comportements à dénoncer malheureusement. Oui, en plus de l'urbanisation anarchique, par exemple par la construction sur les lits des oued, donc comme je l'avais bien dit, ça réduit un peu la capacité d'un cours d'eau à évacuer les eaux pluviales. Bien sûr. Même si nous avons une crue moyenne, ça peut provoquer des inondations, notamment dans les villes traversées par des oued, parce que parmi les régions exposées aux inondations, nous avons les villes traversées par des oued et les villes situées au pied des montagnes, par exemple. Donc il y a une forte pente, ça favorise un peu le ruissellement, et lorsqu'il y a un oued qui est donc encombré, et ça aggrave un peu la situation lorsqu'il y a une perturbation, donc il y a une pluviométrie importante. Et nous avons aussi le non-respect des normes de rejet des déchets, parfois les déchets solides de toutes sortes qui sont jetés dans les réseaux d'assainissement. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, en Algérie, nous avons un réseau d'assainissement qui est majoritairement unitaire. Ça veut dire que les eaux usées, pour l'usage domestique, l'usage industriel, et les eaux pluviales sont évacuées dans une même conduite. Et lorsque nous avons donc des déchets et des décombres de toutes sortes qui sont jetés dans les réseaux d'assainissement, dans les caniveaux, dans les avaloirs, donc ça provoque des bouchages et ça augmente un peu le risque. Donc c'est la vulnérabilité un petit peu qui est mise en jeu. Et parfois, on assiste même à des entreprises de réalisation qui
qui jettent les restes de leurs travaux dans les réseaux d'assainissement, et ça aggrave la situation. Si parfois on assiste à, comme je l'avais bien souligné, je l'ai toujours répété, Oui. parfois on assiste à des inondations qu'on aurait pu facilement éviter avec un minimum de civisme. Donc il y a des comportements qu'il faut bannir. Il faut que les citoyens comprennent que ce risque, il est présent, il est omniprésent, et il peut provoquer des dégâts humains et matériels. Nous avons assisté à des inondations où il y avait des morts d'hommes, les inondations de Bebloued en 2001, les inondations de Redaï en 2008, resteront gravées dans la mémoire du citoyen algérien. Il y a des actions de sensibilisation en ce moment, monsieur Lahlah. Oui, madame, l'ONA, l'Office national de l'assainissement, c'est un instrument du secteur qui applique un petit peu la politique de l'assainissement du pays. Nous avons, en plus de travail sur le terrain, nous avons fait un grand travail de sensibilisation. Donc, et c'est aussi l'un des objectifs de la stratégie, parce que le premier objectif de la stratégie, c'est l'amélioration de la connaissance du risque. Oui. Les risques. Mais même le citoyen doit connaître ce risque et doit savoir se comporter face à ce risque afin de réduire la vulnérabilité de nos villes face aux inondations. Il y a un autre point que je voudrais aborder avec vous. Ce travail-là ne relève pas uniquement du ministère des Ressources en eau ou de l'ONA, il relève de plusieurs secteurs, plusieurs ministères. C'est un point sur lequel M. Taha Derbel a insisté. Vous nous en parliez en off tout à l'heure. Il y a aussi le travail que vous accomplissez avec le ministère des collectivités locales. Il s'agit également de la responsabilité des communes notamment. Oui. Lorsqu'on parle d'orientation, de la stratégie, les orientations stratégiques, nous avons une orientation transversale qui est le renforcement de la coopération institutionnelle. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est conscient aujourd'hui que les inondations, ce n'est pas une affaire du secteur de l'hydraulique, c'est une affaire de tous les secteurs, oui, et même du citoyen, la société civile, c'est-à-dire tout un chacun a son rôle à jouer dans ce dispositif, dans ces mesures de protection contre les inondations. Et le plan d'action qui a été défini par la stratégie, c'est un plan d'action multisectoriel à mettre en œuvre, comme je l'avais dit, sur le court, le moyen et le long terme. Donc il y a des actions qui relèvent du secteur de l'intérieur et des collectivités locales par le biais des APC. Qu'est-ce que les APC prennent en charge précisément, monsieur Les APC, par exemple, dans les villes intramuros, il y a les systèmes d'évacuation des eaux pluviales et l'entretien des routes, c'est à la charge des APC. Il y a le secteur des travaux publics qui est concerné par les grands axes routiers, les autoroutes, les tunnels, et ainsi de suite. Donc, il y a aussi le secteur de l'agriculture, parce que parfois, lorsqu'on parle d'inondation, les dégâts provoqués touchent tous les aspects de la vie économique. Oui. Il y a des dégâts qui concernent le secteur des travaux publics, en plus des dégâts humains et des morts d'hommes, il y a des dégâts qui sont enregistrés sur les travaux publics, sur les terrains agricoles. Nous avons des cheptels d'animaux qui sont décédés. Donc c'est un petit peu, c'est des pertes économiques importantes. Et c'est pourquoi la stratégie ADO appelle à la coopération et à la coordination de tous les secteurs. C'est un petit peu le maillon de la chaîne qui fait défaut dès le début, mais l'homme avec la stratégie, tout le monde a compris que la stratégie a dit que la lutte contre les inondations devrait faire appel à tout un chacun pour contribuer, chacun en ce qui le concerne. On a beaucoup parlé de la coordination des efforts entre les différents secteurs, mais qu'en est-il de l'anticipation? On a les moyens technologiques aujourd'hui de savoir qu'il y a peut-être une forte pluviométrie dans quelques jours. On a les moyens technologiques, mais comment utiliser ces moyens technologiques à bon escient? Oui, d'ailleurs, je vous remercie pour cette question parce que la lutte contre les inondations passe par la prévention. Prévenir vaut mieux que guérir. Et il y a les fameux 3 P de la lutte contre les inondations qui reposent sur la prévision, la prévention et la protection.
Donc il faut agir bien avant les inondations. Il ne faut pas attendre les inondations pour agir, mais il faut agir avant les inondations par des mesures de prévention et par la prévision. Je commence par la prévention. La prévention, c'est du ressort un petit peu de l'ONA, l'Office national de l'assainissement. Chaque année, donc avant l'automne et avant l'arrivée des premières pluies d'automne, on organise des campagnes importantes, des grandes campagnes de curage des réseaux d'assainissement, des réseaux d'évacuation des eaux pluviales. Même on participe avec les autorités locales à des campagnes de curage des oueds, comme je l'avais bien souligné, particulièrement au niveau des villes qui sont traversées par des oueds et qui ont connu des inondations. Donc on fait ces mesures donc, de curage et d'entretien pour préparer l'hiver, afin que lorsqu'il y a des pluies, nos réseaux d'assainissement fonctionnent correctement et arrivent à supporter le flux des eaux pluviales qui arrivent. C'est un petit peu la prévention et on mobilise d'importants moyens humains et matériels. Donc tout l'arsenal, j'allais dire, de l'ONA qui est mobilisé avec un dispositif d'intervention spéciale lorsqu'il y a des pluies. Donc on agit avant les inondations par des mesures préventives et pendant les inondations, on est sur le terrain, bien sûr avec les autorités, avec la protection civile. Est-ce que vous faites un travail d'anticipation? Je reviens à ma question. Avec l'Office national de météorologie. C'est de ce point de vue-là que je parlais aussi. Oui, il y a la prévention, il y a aussi la prévision. Voilà, c'est ça. C'est important. Donc, si on parle de la prévision, parmi les mesures non structurelles, c'est prévu dans le plan d'action de la stratégie la mise en place des systèmes de prévision et d'alerte de crue. Ça permet un petit peu d'anticiper la montée de la crue del niveau de l'oued, et lorsque l'oued atteint un certain seuil, on déclenche une alerte. C'est prévu dans le plan parmi les mesures. Nous avons parlé des mesures structurelles, nous avons parlé des PPRI. Il y a aussi donc ces systèmes de prévision et d'alerte. C'est la prévision qui permet un peu d'anticiper les risques et de réduire, de protéger la vie des personnes et des biens. Monsieur Lahlah, juste une dernière question. À quand les moyens modernes de prévention contre les risques d'inondation? Je voulais juste, madame, si vous permettez, ajouter que pour la prévision, nous travaillons en étroite collaboration avec nous utilisons plutôt la technologie offerte par les services de l'ONM. Très bien. Dès qu'il y a un bulletin, parce que lorsqu'il y a une perturbation météorologique, l'Office national de la météorologie émet un bulletin météorologique spécial, et nous, donc, on est à l'affût de ces bulletins. Dès qu'il y a un bulletin météorologique spécial au niveau, par exemple, d'une wilaya ou deux ou plusieurs wilayas, on met en place notre dispositif d'intervention afin d'être plus efficace et afin de réduire un petit peu les effets et l'impact d'inondation lorsqu'ils surviennent. Et maintenant, si vous parlons des technologies nouvelles, il y a les PPRI. Lorsque nous avons parlé de PPRI, c'est des PPRI qui ont été réalisés, par exemple, en collaboration avec l'Agence spatiale algérienne. Donc, il y avait une utilisation de tous les outils de télédétection et de cartographie numérique, notamment les images satellitaires. Donc, il y a quand même une modernisation. Il y a une modernisation. En attendant, Inch'Allah, d'arriver à l'installation de systèmes de prévision et d'alerte de crue qu'on peut mettre en place sur les oueds, les grands oueds, par exemple le oued Seybous ou le oued al-Harrach. Donc on fait la prévision en suivant le flux de la crue de l'amont à l'aval. Et donc nous avons le cadre réglementaire, nous avons les moyens pour le faire, et nous avons aussi le cadre algérien aujourd'hui. Il peut faire face à cette nécessité de s'adapter au changement climatique et au risque d'inondation. Merci beaucoup, monsieur Salah Lahlah. C'était le mot de la fin. Merci encore une fois d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes inspecteur à l'Office national de l'assainissement et qu'on vous accueillait aujourd'hui à l'occasion donc de l'annonce d'un plan national de lutte contre les inondations. Merci encore une fois. Merci, madame.